Bonsoir à vous. À la sortie de la dernière vidéo de Gaki Parodie, en voyant les commentaires, j'étais un peu dépité de voir qu'autant de gens le prenaient au premier degré. Alors je vais faire quelque chose qui ne se fait pas, je vais expliquer la blague. Gaki Parodie, comme son nom l'indique, fait des parodies de revues et analyses manga et anime, notamment sa dernière héros où il fait comme si Eren était un bon personnage. Je comprends que certains soient tombés dans le panneau, on jugerait qu'il est sérieux en racontant ses inepties. Mais ne vous y trompez pas, regardons ça en détail. Quand tu analyses l'histoire des shonen les plus populaires de ces dernières décennies, Dragon Ball, One Piece, Naruto ou encore Bleach pour ne citer que, au fond de toi, même si le personnage central est en grand danger, tu sais qu'à la fin, il s'en sortira car c'est le héros de l'histoire. Mais un beau jour de septembre 2009, un manga allait apporter une sorte d'instabilité à ce modèle. Là déjà un indice. Ah, un gamin qui perd tout à cause d'un antagoniste, commence son entraînement pour parachever sa vengeance, qui au port de la mort découvre un super pouvoir, grâce à ça va sauver le monde. C'est le typique héros invincible d'histoire pour enfants. Donc clairement il y a sur RN cette aura d'invincibilité. Geki aime beaucoup l'ironie, vous verrez il y en a plein. Éternité. Si ceux-ci ont pu ou pourront réaliser leur objectif, on peut rajouter le fait qu'ils l'ont réalisé en gardant un état d'esprit pur du début à la fin de leur aventure, comme se doit d'être tout bon héros. Là encore, oui mais non. Certes, les mauvais garçons sont démodés depuis Dragon Ball, mais les anti-héros sont toujours populaires, notamment avec GTO, ou Code Geass, ou Black Cap, mais je vais pas commencer à compter chaque série basique et sans intérêt qui ont utilisé ce concept, ça prendrait des heures. Ah, et Death Note aussi au passage. Donc en affirmant ça, il est évidemment en train de moquer les analystes aux affirmations péremptoires. Et si vous me dites que mes comparaisons sont hors contexte, bravo, vous aurez tilté qu'il utilise le terme shonen à tort et à travers, alors qu'il ne parle jamais que des neketsu. Le succès de l'attaque des titans dans le monde est presque mathématique tant les concepts utilisés pour l'élaboration de son schéma narratif sont populaires. Franchement là, si vous êtes attentif, vous arrêtez de le prendre au sérieux. Rendez-vous compte, il avoue ouvertement que SNK n'est qu'un calcul marketing d'un auteur qui battait de l'aile. À partir du moment où il dit que Isayama n'a écrit SNK qu'en se basant sur la survie mélangée à du mecha avec un anti-héros, vous vous rendez compte que je viens de décrire Shinseiki Evangelion et que du coup, SNK n'est qu'un calcul marketing. Non, j'accuse pas l'auteur de plagiat. Il a su trouver de l'originalité en faisant des erreurs d'écriture qu'on ne voit pas souvent. Quoi qu'il en soit, c'est une pique acerbe placée dans la présentation de Gaki. Empêcher de trouver des similitudes entre l'attaque des titans et le célèbre traité de stratégie militaire écrit par le général Sun Tzu il y a plus de 2500 ans, l'art de la guerre. Là, il va nous tenir la jambe une dizaine de minutes pour rien du tout. Il est très content de citer Sun Tzu, mais ça ne sert à rien vu que ça change rien à l'histoire ou la compréhension de l'œuvre. Ce ne sont que des parallèles plus ou moins volontaires de l'auteur. Voyez vous-même. Avec l'histoire, alors que le mur Maria n'avait pas été attaqué depuis 100 ans et que l'humanité ne s'y attendait absolument pas, l'ennemi préparait dans l'ombre son attaque et est apparu pour la première fois et de manière imprévisible, après un éclair et un tonnerre grondant comme la foudre. Le fait est que le titan se manifeste par un coup de foudre sera une anecdote qui égayera vos dîners. Mais dans l'œuvre, ça arrive tout le temps, donc même quand tout le monde s'y attend. Comme quand Annie se transforme, tout le monde s'y attendait. C'est pour ça qu'ils avaient un plan pour la neutraliser. Mais vu qu'on est dans un shonen, elle pouvait pas se faire attraper sans une grosse baston de fin avec plein de trucs qui explosent et de gens qui meurent. Sauf que ça fonctionne pas ici, vu qu'on apprend quasiment rien sur les titans grâce à Eren. Et les titans assez dangereux pour qu'il faille soigneusement les étudier, Eren n'a pas leur capacité spéciale. Donc Eren ne devient jamais son ennemi, contrairement à Ender par exemple. Les soldats ont toujours été organisés stratégiquement en équipe pour opérer lors des attaques dans l'enceinte des murs ou encore lors des expéditions extramuros par le commandement. On a compris qu'il fallait garder ses ennemis encore plus proches. C'est pourquoi la capture des titans est l'un des points clés de la branche recherche et développement du bataillon. Agir en groupe et étudier les trucs dangereux, c'est la base de la survie. Donc Sun Tzu en est parlé, ça sert vraiment à rien de le mentionner. Surtout que s'ils avaient suivi ce conseil, ils auraient incarcéré Annie dès qu'ils avaient eu des soupçons. Que pour prendre une telle décision, il devait être celui qui montrait l'exemple, celui qui ne devait pas hésiter à courir vers la mort en première ligne devant tous ces hommes. Et c'est cette exemplarité dans l'action qui lui a permis d'obtenir de ces hommes qui l'ont suivi ce sacrifice ultime. Bon, on n'avance toujours pas, mais notez la blague, il parle d'Erwin. Vous voyez pas. Erwin qui a du charisme meurt au profit d'Armin qui n'en a pas. Donnant donc plus d'importance à un leader qui mène ses hommes par la force qu'à un leader qui mène par le charisme. Du coup, cette citation n'est pas appropriée. Ironique. Le Major Erwin décidera donc de lancer une attaque sacrificielle, le conduisant à sa propre mort ainsi qu'à celle de la quasi-totalité de ses hommes.
Celui-là est vicieux car il a l'air juste. Bon, déjà, ça change pas que ça n'a pas d'intérêt. Mais surtout, à ce moment, c'est Erwin qui galvanise ces hommes qui, eux, étaient prêts à se faire manger sans résistance. Donc en fait, c'est plus un écho au principe de charisme, et ça rend encore plus débile la mort d'Erwin. Et Eren réalisera l'erreur qu'il a faite d'avoir privilégié la confiance envers ses alliés plutôt que la confiance envers ses propres capacités. Alors, non seulement c'est plus du coaching en développement personnel que de la stratégie, mais les Eren l'illustrent très mal étant donné qu'il se surestime tout le temps. Enfin voilà, de longues minutes à soit dire des évidences, soit se tromper. Peut-être que la blague est trop longue pour faire rire, mais ça peut pas être autre chose que la dérision. Ça peut pas. En effet, il trouvait que le personnage central de son histoire était trop parfait et qu'il manquait trop de profondeur. C'est pourquoi il confiera avoir demandé aux équipes d'animation de faire ressortir le côté mauvais de Eren pour lui apporter un peu plus de substance. Je reformule. Isayama trouvait son personnage nul, donc il a confié au studio d'animation de sauver la soupe. Ça met plus du sarcasme là. Geki est en train d'attaquer sévèrement l'œuvre. Vous en faut plus pour comprendre que c'est une parodie? Bien, parlons d'Eren. S'efforcera de rendre son personnage graduellement plus sombre tout au long de l'histoire. Et là encore, que nenni mon ami. Souvenez-vous dans Shinseiki Evangelion, Shinji, alors qu'il vient toujours d'entrer dans la nerve, se remet entièrement aux directives pour devenir une parfaite machine obéissante et infaillible. Illustré notamment par ce plan génial, où il répète laconiquement les ordres d'un air blasé, avec l'effet de lumière qui indique qu'il est mort à l'intérieur. Sauf que ça dure qu'un épisode et ça n'a pas raconté grand chose. Eh bien Eren, c'est ça, sur toute la série. Quand je dis ça, c'est l'erreur. Il change tout le temps de construction et ça raconte jamais rien. Casser cette perfection pour amener un héros totalement brisé si tôt permettra selon lui aux lecteurs, s'ils étaient plongés dans de telles situations, de s'identifier à Eren. Ici, très tôt dans l'histoire, Eren a considéré qu'avoir fait confiance à ses alliés les a littéralement conduits à la mort. Comme Ichigo, ou Miyu, ou Kazuki. En fait, c'est très régulier que les héros ne se remettent pas à leurs amis. C'est d'ailleurs généralement pour ça que ça finit en 1v1 contre le grand méchant. Car le protagoniste ne compte pas sur les autres pour faire le plus dur. Donc encore une fois, Eren est on ne peut plus classique. Keki est sarcastique. Si pour moi, la colère et la dureté de Eren divergent de celles qu'on a l'habitude d'avoir chez un héros conventionnel. On va pas épiloguer 107 ans, c'est juste un mode berserk que tout héros de Neketsu a. On notera juste que Isayama s'est emmêlé les pinceaux à vouloir systématiquement punir Eren pour ses crises, mais le flanque toujours d'un autre personnage qui profitera de l'occasion pour lui apporter la victoire. Donc à chaque fois qu'Eren s'énerve, il gagne et n'en a pas de séquelles. Mode berserk. Oh, et vu qu'il se fait sauver les fesses en permanence, du coup il se repose sur ses alliés malgré le fait qu'il ait appris à ne pas leur faire confiance. Dommage que Geki n'ait pas rebondé sur cette immense erreur. Lui qui aime parler d'écriture. De la bonté chez l'ennemi, Eren, après avoir pris le temps de digérer que ses anciens alliés étaient bien des traîtres, n'a ensuite plus jamais ressenti aucune hésitation. Au contraire, il a cherché à leur asséner des coups mortels sans sommation. Celui-là, il est fourbe. Alors oui, Eren n'est pas miséricordieux. L'ironie n'est pas là. Non, simplement que la miséricorde est absence des héros de shonen. Parce que voir le bon en chaque personne, je sais pas qui a lancé l'idée, mais ça ne sert que rarement de point d'intrigue. À part Nanoha, je ne vois pas quel protagoniste repousse l'affrontement jusqu'au dernier moment, quitte à risquer d'y passer. Les héros de shonen ne sont pas miséricordieux. Quand ils ont un ennemi, ils le défoncent sans se poser de questions. Dans l'histoire elle-même, si l'antagoniste survit, c'est ou que le héros n'a pas tapé assez fort, ou qu'il avait un plan pour s'en sortir. Bon, je vais m'arrêter là, je vais pas compter les contresens, vous aurez compris. Un mec qui s'appelle Gaki Parody, qui se vante d'être un Xogaki, qui empile la vacuité sur 20 minutes, tout ça pour ne pas répondre à la question qui sert de titre. Il n'est pas assez idiot pour croire ce qu'il raconte, n'est-ce pas?